Information routière. Je viens vous informer du trajet à prendre. Oui. Oui. Dès que tu pêches à Schmarronne et direction, tu sais quoi. Là, tu peux pas te tromper. Alors. T'as bien réglé ton micro? Bonjour, micro. Ben oui, pourquoi je l'aurais pas bien réglé? Je t'entends pas. Tu m'entends pas? Ça fait ça au début. Tu m'entends là? Tu m'entends là? Oui. Sinon, je me mets en bas des escaliers. Oui, mais toi, dans le bas des escaliers, j'aime bien quand t'es dans le bas des escaliers. Alors, j'étais en train de t'écrire, c'est incroyable ça. Tu m'écris? Il suffit que tu montes les escaliers, mais tu m'écris. Non, oui, mais je t'envoie un mail d'une personne, c'est pour ça. Ah. Ah oui, ça tombe bien que tu en parles parce que... Oui. Ben, parce que... on reçoit énormément de mails de votre part concernant la commande l'eau courte. Alors je veux bien le comprendre, je veux bien admettre que parfois c'est pas facile. Mais sachez que on peut pas d'abord vous assister tous, c'est pas possible. Et d'autre part, parfois on est excédé par les questions, Giuseppe et moi, parce que les questions peut-être sont mal posées et que on se dit mais mon Dieu, est-ce que les gens réfléchissent un petit peu? Et vous gagnez quand même votre souveraineté, donc il faut se battre. Et puis juste avant, j'ai reçu une photo d'une famille du Schnorr. Nos amis là qui ont un garage dans le Schnorr. Ouais, des ch'tis. Eh ben, tous les trois, le papa, la maman et la fille, eh ben, ils ont reçu leur carte. Ah, super. Ils ont reçu leur carte. Donc, et ils ont posé avec leur carte. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui réussissent. Et après, quand il y en a qui me disent mais qu'est-ce qu'on fait après avec cette carte? Bah, on la montre à tous les passants. Ouais. Je sais pas, vous vous en servez pour vous gratter le dos, vous en faites ce que vous voulez. Si vous savez pas ce que vous devez faire avec cette carte, il fallait pas la faire. Donc c'est pas à nous de vous répondre à cela. C'est à vous, ça veut dire que vous n'avez pas cherché sur le site pour comprendre à quoi c'était fait. Voilà. Et ça, pardonnez-moi si parfois on vexe votre susceptibilité, mais il faut dire que vous flattez pas beaucoup la nôtre. Donc voilà. Le rêve restera toujours sans limite, disait Émile Zola. Alors Émile Zola, qui, le suppose-t-on, après J'accuse, aurait été assassiné d'une façon très subtile, c'est-à-dire que on aurait bouché sa cheminée, la cheminée de sa chambre, et le gaz, en tous les cas les fumées, seraient retombées dans la chambre et il serait mort à cause du gaz carbonique. Trop de gaz carbonique, enfin bref. C'est comme ça qu'Émile Zola est décédé avec son épouse. Alors, la première fois qu'il a rendu visite à l'écrivain Maxime Ducamp, Baudelaire s'est présenté à lui avec les cheveux teints en vert. Comme le malicieux Ducamp. Alors, Maxime Ducamp, c'était un photographe. Un des premiers grands photographes français. On est en 1860, hein, donc on est vraiment à l'origine de la photo. Et Maxime Ducamp était connu parce qu'il faisait des choses très intéressantes. C'est-à-dire quand il photographiait un paysage marin, en plein soleil, évidemment, avec la technique qu'on avait à l'époque, le daguerréotype, eh bien, il était très difficile d'obtenir une exposition correcte parce que le reflet de la mer est comme un miroir et l'horizon était aussi un miroir. Alors, ce qu'il avait trouvé comme idée, c'est qu'il mettait des masques pour la prise de vue et de cette manière, il obtenait sa photographie relativement bien exposée. Alors, Baudelaire, devant Maxime Ducamp, déclarait « Vous ne trouvez rien d'anormal en moi ?» s'étonnait-il. Et Ducamp répondit
Tout le monde a les cheveux plus ou moins verts. Si les vôtres étaient bleus de ciel, ça pourrait me surprendre. Mais des cheveux verts, il y en a sous bien des chapeaux à Paris. » Voilà, ça c'est une anecdote de notre ami Charles Baudelaire qui faisait tout son possible pour choquer son univers, son entourage, parce que c'était pas facile d'exister en tant qu'artiste et surtout en tant que poète au XIXe siècle. Aujourd'hui, eh bien, c'est une des figures notoires de la littérature de notre belle culture qu'est le français. Et ne l'oublions pas, et c'est pour cela que, avec Louloute, on a décidé de vous lire Les paradis artificiels, mais vous savez, Baudelaire a écrit tellement de choses et tellement de belles choses. Moi, j'aimerais bien un jour qu'on s'occupe de ces critiques de l'art, du romantisme, de sa défense de Delacroix, parce que Delacroix, c'est sans doute mon peintre préféré, pour plein de raisons. Et vous apprendrez beaucoup de choses sur la situation des peintres au XIXe siècle, chose que vous ignorez sans doute si vous n'avez pas fait des recherches sur le sujet, en dehors des passionnés. Et Baudelaire est un témoin de l'époque, et ça c'est formidable. Alors aujourd'hui, nous sommes le 16 mars, en compagnie de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. Bonjour tout le monde. Et louloute attend ce moment avec impatience. Oui. Voilà. Alors je vais reprendre les derniers mots, avant mon interruption de la dernière fois. C'est Les paradis artificiels de Charles Baudelaire. Je rêvais de belle au bois dormant, non, pardon, je rêvais de belle au bois donnant, d'expiation à subir, de rature délivrance. Oula, c'est une phrase difficile. Je rêvais de belle au bois donnant, d'expiation à subir, de rature délivrance. Au-dessus de ma tête voltigeaient des oiseaux brillants des tropiques, et, comme à mon oreille percevait le son des clochettes au cou. Des chevaux qui cheminaient au loin sur la grande route, les deux sens fondant leurs impressions en une idée unique, j'attribuais aux oiseaux ce chant mystérieux du cuivre, et je croyais qu'ils chantaient avec un gosier de métal. Évidemment, ils causaient de moi et ils célébraient ma captivité. Des singes gambadants, des satyres bouffons, semblaient s'amuser de cette prisonnière étendue, condamnée à l'immobilité, mais toutes les divinités mythologiques me regardaient avec un charmant sourire, comme pour m'encourager à supporter patiemment le sortilège, et toutes les prunelles glissaient dans le coin des paupières, comme pour s'attacher à mon regard. J'en conclus que si des fautes anciennes, si quelques péchés inconnus à moi-même avaient nécessité ce châtiment temporaire, je pouvais compter cependant sur une bonté supérieure qui, tout en me condamnant la prudence, m'offrirait des plaisirs plus graves que les plaisirs de poupée qui remplissent notre jeunesse. Vous voyez que les considérations morales n'étaient pas absentes de mon rêve, mais je dois avouer que le plaisir de contempler ces formes et ces couleurs brillantes et de me croire le centre d'un drame fantastique absorbait fréquemment toutes mes autres pensées. Cet état dura longtemps, fort longtemps. Dura-t-il jusqu'au matin? Je l'ignore. Je vis tout à coup le soleil matinal installé dans ma chambre. J'éprouvais un vif étonnement et, malgré tous les efforts de mémoire que j'ai pu faire, il m'a été impossible de savoir si j'avais dormi ou si j'avais subi, patiemment, une insomnie délicieuse. Tout à l'heure, c'était la nuit, et maintenant le jour. Et cependant, j'avais vécu longtemps, oh, très longtemps. La notion du temps, ou plutôt la mesure du temps étant abolie, la nuit entière m'était mesurable pour moi que par la multitude de mes pensées, si longue qu'elle dut me paraître à ce point de vue, il me semblait toutefois qu'elle n'avait duré que quelques secondes, ou même qu'elle n'avait pas pris place dans l'éternité. Je ne vous parle pas de ma fatigue. Elle fut immense.
On dit que l'enthousiasme des poètes et des créateurs ressemble à ce que j'ai éprouvé, bien que je me sois toujours figuré que les gens chargés de nous émouvoir dussent être doués d'un tempérament très calme. Mais si le délire poétique ressemble à celui que m'a procuré une petite cuillerée de confiture, je pense que les plaisirs du public goûtent bien cher aux poètes, et ce n'est pas sans un certain bien-être, une satisfaction prosaïque, que je me suis enfin senti chez moi. Dans mon chez-moi intellectuel, je veux dire, dans la vie réelle. Voilà une femme évidemment raisonnable. Mais nous nous servirons de son récit que pour en tirer quelques notes utiles qui compléteront cette description très sommaire des principales sensations engendrées par le hashish. Elle a parlé du souper comme d'un plaisir arrivant fort à propos. Au moment où une embellie momentanée, mais qui semblait définitive, lui permettait de rentrer dans la vie réelle. En effet, il y a, comme je l'ai dit, des intermittences et des calmes trompeurs, et souvent, le hashish détermine une faim vorace, presque toujours une soif excessive. Seulement le dîner ou le souper, au lieu d'amener un repos définitif, crée ce redoublement nouveau. Cette crise vertigineuse dont se plaignait cette dame et qui a été suivie par une série de visions enchanteresses, légèrement teintées de frayeur, auxquelles elle s'était positivement et de fort bonne grâce résignée. La faim et la soif tyrannique dont il est question ne trouvent pas à s'assouvir sans un certain labeur. Car l'homme se sent tellement au-dessus des choses matérielles, ou plutôt, il est tellement accablé par son ivresse qu'il lui faut développer un long courage pour remuer une bouteille ou une fourchette. La crise définitive déterminée par la digestion des aliments est en effet très violente. Il est impossible de lutter. Et un pareil état ne serait pas supportable s'il durait trop longtemps et s'il ne faisait bientôt place à une autre phase de l'ivresse qui, dans le cas précité, s'est traduite par des visions splendides, doucement terrifiantes et en même temps pleines de consolation. Cet état nouveau est ce que les orientaux appellent le kiff. Alors, à l'époque, le kiff, ça s'écrivait K-I-E-F. Aujourd'hui, on dit le kiff, K-I-2-F, à moins que ça soit prononcé le Kiev. Mais le Kiev, j'ai du mal à le croire, puisque c'est une ville en Ukraine, et c'est Kiev. Passons, peut-être que des linguistes ou des spécialistes de la langue française pourront nous éclairer sur le sujet. Ce n'est plus quelque chose de tourbillonnant et de tumultueux. C'est une béatitude calme et immobile, une résignation glorieuse. Depuis longtemps, vous n'êtes plus votre maître, mais ne vous en affligez plus. La douleur à l'idée du temps ont disparu, et si, quelquefois, elles osent se produire, ce n'est que transfigurées par la sensation dominante, et elles sont alors, relativement à leur forme habituelle, ce que la mélancolie poétique était la douleur positive. Mais avant tout, remarquons que, dans le récit de cette dame, c'est dans ce but que je l'ai retranscrit, l'hallucination est d'un genre bâtard, et tire sa raison d'être du spectacle extérieur. L'esprit n'est qu'un miroir où le milieu environnant se reflète transformé d'une manière outrée. Ensuite, nous voyons intervenir ce que j'appellerais volontiers l'hallucination morale. Le sujet se croit soumis à une expiation, mais le tempérament féminin, qui est peu propre à l'analyse, ne lui a pas permis de noter le singulier caractère optimiste de la dite hallucination. Je me permets de faire une interruption. Là, vous avez bien compris le côté misogyne de Baudelaire, quoique les djinns n'existaient pas à l'époque. C'est un trait d'époque, c'est-à-dire que on n'autorisait pas les femmes à être intelligentes. On leur a jamais autorisé d'ailleurs, même si elles le furent et même si elles le sont. On les autorisait pas non plus à être artistes, d'où les grandes difficultés pour les peintres femmes d'exister. On en a eu de très belles au XVIIIe siècle avec Rosalba Carriera. On en a eu d'autres avec Vigier Lebrun. On en a eu au temps du baroque avec Artemisia, qui était la fille d'Orazio Gentileschi, qui était un très très grand peintre d'histoire à l'époque. Et elle a montré qu'elle avait un talent inouï
je dirais presque à l'égal de Caravage, tellement elle était forte, mais le fait qu'elle fût femme lui a coûté très cher. Donc là, à nouveau, Baudelaire fait une petite remarque en disant que les femmes ne sont pas très douées pour l'analyse. Vous verrez que 100 ans plus tard, 50 ans plus tard, le premier des psychanalystes, Sigmund Freud, qualifiera la femme d'hystérique, l'hystérique venant de utérus. Donc, ils n'étaient pas encore sortis, si vous voulez, de cette idée que la femme était autre chose qu'une personne hypersensible, incapable d'analyse et qui devait se contenter de vivre aux côtés des hommes et de subir leurs tracas. C'est un petit peu l'histoire de Maupassant, la nouvelle de Maupassant, Une vie, qui raconte l'histoire d'une jeune femme amoureuse d'un homme qu'elle finira par épouser, et celui-ci va la tromper, va lui faire un enfant, va la tromper, puis va s'occuper, va vaquer à ses affaires. Comme le comte de Toulouse-Lautrec, le père abandonna sa femme pour les putains et pour les jeux. Donc les femmes n'étaient là que pour assurer la descendance et rien d'autre. C'est pas moi qui le pense, c'est le reflet de cette histoire. Au XIXe siècle, en France, c'était ainsi. Comme je le pense partout ailleurs. Le regard bienveillant des divinités de l'Olympe est poétisé par un vernis essentiellement achichine. Je ne dirais pas que cette dame a côtoyé le remords. Mais ses pensées, momentanément tournées à la mélancolie et au regret, ont été rapidement colorées d'espérance. Cette remarque que nous aurons encore occasion de vérifier. Elle a parlé de la fatigue du lendemain. En effet, cette fatigue est grande, mais elle ne se manifeste pas immédiatement. Et quand vous êtes obligé de la reconnaître, ce n'est pas sans étonnement, car d'abord, quand vous avez bien constaté qu'un nouveau jour s'est levé sur l'horizon de votre vie, vous éprouvez un bien-être étonnant. Vous croyez jouir d'une légèreté d'esprit merveilleuse. Mais vous êtes à peine debout. Qu'un vieux reste d'ivresse vous suit et vous retarde comme le boulet de votre récente servitude. Vos jambes faibles ne vous conduisent qu'avec timidité, et vous craignez à chaque instant de vous casser comme un objet fragile. Une grande langueur, il y a des gens qui prétendent qu'elle ne manque pas de charme, s'empare de votre esprit et se répand à travers vos facultés comme un brouillard dans un paysage. Vous voilà pour quelques heures encore incapable de travail, d'action et d'énergie. C'est la punition de la prodigalité impie avec laquelle vous avez dépensé le fluide nerveux. Vous avez disséminé votre personnalité aux quatre vents du ciel, et maintenant, quelle peine n'éprouvez-vous pas à la rassembler et à la concentrer? Excusez-moi, je bafouille un peu parce que je pense aux Enfants du paradis. Et c'est le boulevard du crime, c'est à peu près cette époque, aux Enfants du paradis, je crois que c'était 1840. C'était en pleine période Napoléon III. Mais on est quand même dans ces eaux-là, et je revoyais toutes ces images, alors j'étais un peu déconcentré. Revoyez ce merveilleux film de Marcel Carné, Les Enfants du paradis, avec les dialogues de Jacques Prévert, qui sont absolument magnifiques. C'est un chef-d'œuvre, c'est vraiment pour moi le plus grand chef-d'œuvre du cinéma français. Pour ceux qui s'intéressent au cinéma français. 4. L'homme-dieu. Dieu de Dieu. Pas d'apostrophe avec les yeux. Il est temps de laisser de côté toute cette jonglerie et ces grandes marionnettes nées de la fumée des cerveaux enfantins. N'avons-nous pas à parler de choses plus graves, des modifications des sentiments humains et, en un mot, de la morale du hashish? Jusqu'à présent, je n'ai fait qu'une monographie abrégée de l'ivresse. Je me suis borné à en accentuer les principaux traits, surtout les traits matériels. Mais ce qui est plus important, je crois, pour l'homme spirituel, c'est de connaître l'action du poison sur la partie spirituelle de l'homme.
c'est-à-dire le grossissement, la déformation et l'exagération de ses sentiments habituels et de ses perceptions morales qui présentent alors, dans une atmosphère exceptionnelle, un véritable phénomène de réfraction. Alors vous notez que précédemment, il s'est moqué un petit peu du témoignage de cette dame en disant qu'elle avait des perceptions morales. Mais là, il reprend cette idée des perceptions morales. Donc on dénie à la femme son droit à avoir des perceptions morales pour en fait se les attribuer et dire que ce sont les hommes qui y ont pensé d'abord. C'est un peu la contradiction, c'est humain, je dois dire que c'est pas qu'il soit méchant, c'est pas ça, mais ça montre que quelque part il est lui aussi prisonnier de ses perceptions morales qui l'empêchent d'admettre que dans le fond, le témoignage de cette femme valait aussi bien que le sien. Je vais en profiter à votre santé. L'homme qui, s'étant livré longtemps à l'opium ou au hashish, a pu trouver affaibli comme il l'était par l'habitude de son servage l'énergie nécessaire pour se délivrer. Il m'apparaît comme un prisonnier évadé. Il m'inspire plus d'admiration que l'homme prudent qui n'a jamais failli. Ayant toujours eu soin d'éviter la tentation, les Anglais se servent fréquemment, à propos des mangeurs d'opium, de termes qui ne peuvent paraître excessifs qu'aux innocents, à qui sont inconnues les horreurs de cette déchéance. Unchained, fettered, enslaved. Chaînes, en effet, auprès desquelles toutes les autres, chaînes du devoir, chaînes de l'amour illégitime, ne sont que des trames de gaz et des tissus d'araignée. Épouvantable mariage de l'homme avec lui-même. J'étais devenu un esclave de l'opium. Il me tenait dans ses liens, et tous mes travaux et mes plans avaient pris la couleur de mes rêves, dit l'époux de Ligiéa. Mais en combien de merveilleux passages d'Edgar Poe, ce poète incomparable, ce philosophe non réfuté, qu'il fut toujours cité à propos des maladies mystérieuses de l'esprit, ne décrit-il pas les sombres et attachantes splendeurs de l'opium? L'amant de la lumineuse Bérénice, Égoüs, le métaphysicien, parle d'une altération de ses facultés qui le contraint à donner une valeur anormale, monstrueuse, aux phénomènes les plus simples. Réfléchir infatigablement, de longues heures, l'attention rivée, à quelques citations puériles sur la marge ou dans le texte d'un livre, rester absorbé la plus grande partie d'une journée d'été dans une ombre bizarre s'allongeant obliquement sur la tapisserie ou sur le plancher, m'oublier une nuit entière à surveiller la flamme droite d'une lampe ou les braises du foyer. Rêver des jours entiers sur le parfum d'une fleur, répéter d'une manière monotone quelques mots vulgaires, jusqu'à ce que le son, à force d'être répété, cessa de présenter à l'esprit une idée quelconque. Telles étaient quelques-unes des plus communes et des moins pernicieuses aberrations de mes facultés mentales, aberrations qui, sans doute, ne sont pas absolument sans exemple, mais qui défient certainement toute explication et toute analyse. Et le nerveux Auguste Bellot, qui chaque matin, avant sa promenade, avale sa dose d'opium, nous avoue que le principal bénéfice qu'il tire de cet empoisonnement quotidien est de prendre à toute chose, même à la plus triviale, un intérêt exagéré. Cependant, l'opium avait produit son effet accoutumé, qui est de revêtir tout le monde extérieur d'une intensité d'intérêt. Dans le tremblement d'une feuille, dans la couleur d'un brin d'herbe, dans la forme d'un trèfle, dans le bourdonnement d'une abeille, dans l'éclat d'une goutte de rosée, dans le soupir du vent, dans les vagues odeurs échappées de la forêt, se produisait tout un monde d'inspiration, une procession magnifique et bigarrée de pensées désordonnées et rhapsodiques. Ainsi s'exprime par la bouche de ces personnages le maître de l'horrible, le prince du mystère. Ces deux caractéristiques de l'opium sont parfaitement applicables au hashish. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'intelligence, libre naguère, devient esclave.
Mais le mot rhapsodique, qui définit si bien un train de pensée suggéré et commandé par le monde extérieur et le hasard des circonstances, est d'une vérité plus vraie et plus terrible dans le cas du hashish. Ici, le raisonnement n'est plus qu'une épave à la merci de tous les courants, et le train de pensée est infiniment plus accéléré et plus rhapsodique. C'est dire, je crois, d'une manière suffisamment claire, que le hashish est, dans son effet présent, beaucoup plus véhément que l'opium, beaucoup plus ennemi de la vie régulière, en un mot, beaucoup plus troublant. J'ignore si 10 années d'intoxication par le hashish amèneront des désastres égaux à ceux causés par 10 années de régime d'opium. Je dis que, pour l'heure présente et pour le lendemain, le hashish a des résultats plus funestes. L'un est un séducteur paisible, l'autre est un démon désordonné. Je veux, dans cette dernière partie, définir et analyser le ravage moral causé par cette dangereuse et délicieuse gymnastique, ravage si grand, danger si profond, que ceux qui ne reviennent du combat que légèrement avariés m'apparaissent comme des braves échappés de la caverne, d'un Protée multiforme, des Orphées vainqueurs de l'enfer. Alors là, je ne sais pas si je dois vous faire une explication de texte. M'apparaissant comme des braves échappés de la caverne. Souvenez-vous de la caverne de Platon? Donc ces prisonniers à qui on va montrer des ombres et qu'ils vont créer tout un univers fantasmagorique, qu'ils vont dire voir des monstres. Donc il y a la caverne de Platon, un Protée multiforme, des Orphées vainqueurs de l'enfer. Connaissez-vous l'histoire d'Orphée, du poète Orphée descendant aux enfers, chercher sa bien-aimée Eurydice, donc qui est un mythe grec, et qui a été repris par Dante Alighieri, car il va chercher Béatrice, son amour, qui est décédée, il va la chercher dans les enfers pour la ramener à la vie. Mais évidemment, il va se passer le drame que l'on imagine, car l'on n'échappe jamais à la mort. Voilà, ça c'est la petite explication. On pourrait encore développer, mais ça pourrait nous mener trop loin. Comprenne, si l'on veut, cette forme de langage pour une métaphore excessive. J'avouerai que les poisons excitants me semblent non seulement un des plus terribles et des plus sûrs moyens dont dispose l'esprit des ténèbres pour enrôler et asservir la déplorable humanité, mais même une de ses incorporations les plus parfaites. Alors là encore, ça mérite d'être un petit peu développé, parce que il détermine bien que l'accès à ces drogues, à ces stupéfiants, eh bien, est un des moyens de l'esprit des ténèbres pour enrôler et asservir la déplorable humanité. Comme la chair est faible, elle succombe aux tentations du démon. Et lui aussi, il en fait partie. Il l'avoue, d'ailleurs, il l'avoue par ce texte. C'est très allégorique, tout ce qui est dit ici. N'oubliez pas que les auteurs, les lettrés du XIXe siècle étaient véritablement des lettrés. Ils parlaient plusieurs langues, ils parlaient le grec, ils parlaient le latin. Mon père avait eu cette éducation-là, il parlait le grec et le latin couramment. Comme beaucoup des parents lettrés, on va dire. Mais à l'époque, c'était une obligation. Baudelaire parlait d'Allan Poe parce qu'il a traduit Allan Poe en français. Donc il parlait parfaitement l'anglais. C'est pour vous dire que ces gens étaient véritablement des gens d'esprit et de culture. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'analogies avec les mythes grecs, avec la littérature, avec tout cela. Tout s'enchaîne, en fait. C'est certain que si l'on connaît tout ce qu'il y a autour, eh bien, le texte de Baudelaire fait encore plus de sens. Cette fois, pour abréger ma tâche et rendre mon analyse plus claire, au lieu de rassembler des anecdotes éparses, j'accumulerai sur un seul personnage fictif une masse d'observations. J'ai donc besoin de supposer une âme de mon choix.
Dans ses confessions, de Quincey affirme avec raison que l'opium, au lieu d'endormir l'homme, l'excite, mais qu'il ne l'excite que dans sa voie naturelle, et qu'ainsi, pour juger les merveilles de l'opium, il serait absurde d'en référer à un marchand de bœuf, car celui-ci ne rêvera que bœuf et pâturage. Or, je n'ai pas à décrire les lourdes fantaisies d'un éleveur enivré de haschisch. Qui les lirait avec plaisir? Qui consentirait à les lire? Pour idéaliser mon sujet, je dois en concentrer tous les rayons dans un cercle unique, je dois les polariser. Et le cercle, et le cercle tragique où je vais les rassembler sera, comme je l'ai dit, une âme de mon choix. Quelque chose d'analogue à ce que le XVIIIe siècle appelait l'homme sensible, à ce que l'école romantique nommait l'homme incompris, et à ce que les familles et la masse bourgeoise flétrissent généralement de l'épithète d'original. Alors ça aussi, c'est vraiment très très important, ce simple petit passage. Quelque chose d'analogue à ce que le XVIIIe siècle appelait l'homme sensible. Aujourd'hui, si vous dites d'un homme qu'il est sensible, vous allez le qualifier d'efféminé, de fragile au niveau de sa perception. En revanche, au XVIIIe siècle, l'homme sensible, ce n'est pas l'effet Minet, non plus. Ce n'est pas une personne fragile, au contraire. L'homme sensible, c'est Descartes, c'est l'intelligence sensible, c'est l'homme brillant, c'est l'intellectuel. L'homme sensible, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui pense, qui n'a rien d'un être efféminé. C'est l'homme qui va analyser le morceau de cire, qui finalement finira par nous dire « je pense, donc je suis ». C'est notre grand Descartes qui a créé chez nous la pensée cartésienne, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. À ce que l'école romantique nommait l'homme incompris. Alors pour cela, il faut lire les auteurs romantiques. Il faut lire Atala, il faut lire Lamartine. Atala, c'est un roman. Il faut lire Goethe, bien sûr. Goethe, qui est le grand génie du XVIIIe siècle en Allemagne et en Europe, qui est un écrivain inouï, génial, extraordinaire, qui va vous écrire Faust, les malheurs du jeune Werther, les malheurs du jeune Werther qui ont parcouru l'Europe. Tout le monde lisait Goethe. On dit Goethe, en fait. Et donc, l'école romantique nommait l'homme incompris. Ça, c'est les malheurs du jeune Werther. C'est l'histoire de l'homme incompris. On ne comprend pas son amour, on ne comprend pas sa tristesse. On peut imaginer ses bonheurs, qu'on va trouver ridicules, mais on ne le comprend pas. C'est ça, l'homme romantique, c'est l'homme incompris. C'est celui qui se suicide par amour. C'est celui qui accepte un duel, qu'il sait qu'il va perdre. Et à ce que les familles et la masse bourgeoise flétrissent généralement de l'épithète d'original. Et ceci, juste cette phrase. Et à ce que les familles et la masse bourgeoise flétrissent généralement de l'épithète d'original, ça, c'est une phrase qui est autobiographique de la part de Baudelaire, qui était issue d'une famille bourgeoise et qui était considérée comme un original. Donc, souvenez-vous de cette farce où on demande à Toto, un petit Africain, de faire une phrase avec une épithète. Et il dit « Aujourd'hui, il fait beau, épithète demain. » Voilà. Donc, et à ce que les familles et la masse bourgeoise flétrissent généralement de l'épithète d'original. C'est-à-dire que quand on avait un enfant original à l'époque, eh bien, c'était malheureusement une calamité. Et il y a eu beaucoup de calamités parmi les grands hommes, hein, comme le peintre Monet, qui était considéré lui aussi comme un original par son père, parce qu'il avait décidé de suivre le chemin de la peinture, et il avait ô combien raison, et son père l'avait complètement abandonné alors qu'il avait de l'argent, parce que justement il ne supportait pas l'idée que son fils fasse de la peinture, et encore moins qu'il soit considéré par ce qu'on a qualifié d'impressionniste, qui n'était pas le nom qu'ils avaient choisi.
c'était plutôt une critique. Eux, c'était les intransigeants. Alors les vrais impressionnistes, en fait, étaient des intransigeants que un journaliste a qualifié d'impressionnistes. Et c'était évidemment un épithète, c'était l'épithète, ou une épithète, je ne sais plus. Au lieu de dire donc original, on disait impressionniste pour se moquer d'eux. Voilà. Donc je vais reprendre le texte. Vous savez, le 19e siècle, c'est le temps des révolutions, de toutes les révolutions. Oui, dans plein de domaines. Dans tous les domaines. Les révolutions dans la peinture, avec Delacroix. Les révolutions dans la musique, avec Erik Satie, entre autres. Et tant d'autres avec comment ça s'appelle Offenbach. C'est vraiment le bouleversement général. Il n'y a que des révolutions culturelles, des révolutions en littérature, des révolutions en art, en peinture, en musique, en sculpture, en architecture. Autant Napoléon III a été certainement un mauvais empereur président, mais en tous les cas, il a réformé, il a transformé Paris, il a transformé les arts d'une façon extraordinaire. Et donc, tout tyran qu'il fut, il a quand même apporté beaucoup de choses positives à notre culture. Un tempérament moitié nerveux, moitié bilieux, tel est le plus favorable aux évolutions d'une pareille ivresse. Alors là, on pourrait encore parler de la médecine. Un tempérament moitié nerveux, moitié bilieux, quand vous étiez qualifié d'avoir un esprit bilieux, donc vous étiez torturé, parce qu'effectivement, on avait compris déjà à l'époque, sans avoir la science exacte, que les intestins, te fais pas de bile, c'est pour ça qu'on dit ça, les intestins avaient un rapport avec l'état d'esprit. Un tempérament moitié nerveux, moitié bilieux, tel est le plus favorable aux évolutions d'une pareille ivresse. Ajoutons un esprit cultivé, exercé aux études de la forme et de la couleur, un cœur tendre, fatigué par le malheur, mais encore prêt au rajeunissement. Nous irons, si vous le voulez bien, jusqu'à admettre des fautes anciennes et ce qui doit en résulter, dans une nature facilement excitable, sinon des remords positifs, au moins le regret du temps profané et mal rempli. Le goût de la métaphysique, la connaissance des différentes hypothèses de la philosophie sur la destinée humaine ne sont certainement pas des compléments inutiles. Non plus que cet amour de la vertu abstraite stoïcienne ou mystique qui est posé dans tous les livres dont l'enfance moderne fait sa nourriture, comme le plus haut sommet où une âme distinguée puisse monter. Si l'on rajoute à tout cela une grande finesse de sens que j'ai omise comme condition surérogatoire, je crois que j'ai rassemblé les éléments généraux les plus communs de l'homme sensible moderne, de ce que l'on pourrait appeler la fourre banale de l'originalité. Voyons maintenant ce que deviendra cette individualité poussée à outrance par le hashish. Suivons cette procession de l'imagination humaine jusque sous son dernier et plus splendide reposoir, jusqu'à la croyance de l'individu en sa propre divinité. Voilà, je crois que nous allons arrêter ici pour aujourd'hui. Vous me pardonnerez mes interruptions momentanées de la lecture pour permettre à ceux qui ne connaissent pas cette partie de la littérature ou tout simplement cette partie de l'histoire, de notre histoire, de l'histoire de la France au XIXe siècle et des mentalités, eh bien, pour vous permettre de comprendre en fait le sens véritable de ce qu'écrit Charles Baudelaire. Voilà. Mais c'est super justement ce que tu fais là, de développer entre deux. Moi je trouve que, enfin, moi personnellement, j'aime beaucoup. Merci, ma louloute. Au revoir. Bon. Ben, ça m'a fait plaisir. Alors, je vous salue bien bas. Allez, au revoir. À bientôt. À plus tard.